Excuse-moi, Ouais? est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour et bienvenue, j'ai plus trop l'habitude, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Enfin peut-être, et je dirais même cette nouvelle saison, qui est inaugurée avec mon invité Sohan. Donc pour ceux qui connaissent pas, Enfin peut-être, c'est un petit podcast amateur, débutant, qui vise à parler d'esprit critique, notamment en invitant des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Voilà. Et du coup, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Sohan comme invité. Donc voilà, donc la saison 2 reprend. On va essayer de retrouver un petit peu les automatismes. Parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait ça, mais je suis très motivé pour repartir. Donc bon, commençons par le commencement. Bienvenue Sohan. Merci. Et tradition oblige, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Et qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Quel est ton rapport à la pensée critique? Je peux le faire. J'imagine que si je, Tu je dois ne le le faisais faire. pas, tu serais ennuyé. Du coup, qui je suis, d'où je viens. Alors en bref, par rapport à ce qui concerne l'esprit critique, on va dire, parce que je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Moi, j'ai exercé la naturopathie pendant plus de 4 années. Ça va? Je rigole. Il y en a d'autres, je t'en garde pour plus tard. Oh, yes. Et j'ai opéré un revirement critique en commençant à questionner ma discipline, bon, déjà pendant la période où je pratiquais et surtout au début de la pandémie. Et du coup, j'avais commencé à accéder à des contenus de vulgarisation, d'esprit critique et à m'approprier un petit peu certains des outils. Et ça m'a amené à quitter la naturopathie pour envisager une reconversion professionnelle et dans le même temps, du coup, à produire des contenus pour porter un regard critique sur la naturopathie parce qu'il y a peu de contenus francophones sur le sujet et que ça me paraissait intéressant de porter ce regard de l'intérieur, du fait que j'ai suivi une formation, que j'ai exercé, que j'ai été au contact des personnes qui sont clientes de la discipline. Voilà. Et mon rapport à l'esprit critique, c'est que j'apprends encore tous les jours et c'est pas fini. On n'arrête jamais d'apprendre. Non, mais c'est ça. Mais moi, ça me va parce que j'aime beaucoup apprendre tout un tas de choses et je trouve ça hyper stimulant. Et du coup, c'est sans fin. Et du coup, ça me permet de pointer du doigt l'ampleur de la méconnaissance que j'ai sur tout un tas de sujets. Donc, c'est un peu déstabilisant dans le même temps. Mais je trouve ça plus juste comme posture. Enfin, disons, on va dire que c'est un travail de remise en question un peu comparable à celui que j'ai pu faire sur des considérations politiques, des considérations systémiques. Et du coup, voilà, appliqué à la discipline que j'avais à titre professionnel, c'était un petit peu la même chose. Et voilà, presque bref. Non, c'est vraiment cool. Et du coup, oui, donc tu produis du contenu donc sur ta chaîne YouTube essentiellement, et puis tu fais des conférences, qui est doublé etc. sur Peertube aussi, du coup. Oui, c'est mieux. C'est mieux, préféré Peertube. Et du coup, tu fais aussi des conférences, des choses comme ça. Quand on m'invite et que le cadre me paraît sympa, donc je suis intervenue notamment au Razordoc, donc j'ai été invitée par ce collectif toulousain que tu connais plutôt bien. Ouais, ça va. Un peu. Et du coup, prochainement, on rencontre de l'esprit critique, d'ailleurs, aussi. Exactement, très bientôt à Toulouse aussi. Ouais. Ok, très bien, donc au final, t'es resté combien de temps dans le milieu naturopathie? C'était quelques années, c'est ça? 4 ans et demi, j'ai exercé. Okay. Et ouais. Du coup, là, ça fait à peu près 1 an et demi que t'es... On est... Ouais, oui, c'est ça, oui, exactement. Okay. Mais non, même pas. Attends. C'est non, pendant non, le Covid, dates, en gros. Les dates... Ah oui, non, que j'ai commencé à remettre en question. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai cessé d'exercer de manière définitive... l'été, oh là là, les dates, tu me mets vraiment en difficulté là. Non, mais t'inquiète. Moi, t'inquiète. Pas de Moi, c'est une question de quelques années, quoi. C'était il y a moins d'1 an, c'était l'été avant maintenant. L'été avant maintenant. Okay, voilà, j'ai un point faible, c'est le calendrier. Ah, on l'a trouvé, ça y est. Moi, j'en ai d'autres aussi. Ok. Ok, donc t'as été en contact avec du contenu, en fait, un peu d'esprit critique, c'est ça que tu disais, des ressources? En fait, c'est surtout que j'étais peu en lien déjà avec mes collègues naturopathes parce qu'il y avait des choses qui me posaient problème. Déjà en cours de formation, enfin, avec du recul, je sens que j'étais vraiment moins critique que ce que j'avais l'impression d'être sur le moment, mais j'avais déjà un petit peu quelques réticences, et puis dans ma pratique, j'ai pris de la distance puisque j'étais pas en contact avec ces gens-là, donc ça m'a permis de prendre un peu de recul.
Et en fait, avec la pandémie, il a commencé à avoir tout un tas de discours sur la vaccination. Donc là, je me suis reconfrontée aux théories anti-vax auxquelles j'ai été confrontée en cours de formation. Et j'ai entendu des discours de collègues naturopathes et je me suis dit, mais waouh! Enfin, il y avait l'air d'avoir une espèce de... Tout le monde avait l'air d'accord avec tous ces trucs et je me suis dit, c'est ça en fait la naturopathie, et ça m'a questionnée. Et du coup, je me suis dit, ben non, je me reconnais pas trop là-dedans, et j'ai voulu un petit peu développer mes connaissances. Et ben, en remettant en question ce genre de choses, ben après... Donc tu fais partie de cette grande famille des sceptiques qui ont été à la base tenants, ou on va dire dans des milieux irrationnels, on va dire. Après, j'ai du mal à me considérer sceptique encore aujourd'hui parce que j'imagine qu'il y a tout un tas de croyances que j'ai encore et que j'ai pas déconstruites, et du coup je sais pas à partir de quel moment est-ce qu'on peut... Oui, tu vas me répondre que toi non plus tu sais pas, je suppose. Non, mais c'est plus genre une posture, une démarche, le fait comme ça de questionner, même sur le jour des croyances, je pense que c'est plutôt cet objectif un peu qu'on peut avoir. Ben figure-toi que je vais peut-être te contredire là-dessus, mais j'avais déjà l'impression d'être comme ça avant. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de croyances. T'as l'illusion d'être dans une posture rationnelle et d'avoir une démarche critique, mais sans en avoir forcément les outils. Et du coup, en fait, moi, j'ai pas l'impression je suis toujours la même personne. J'ai l'impression d'avoir toujours cette même recherche de sincérité, d'authenticité et de vérité, mais avec des outils différents. Et du coup, je sais pas comment... Moi, j'ai la sensation que... Donc, quand je dis qu'il y a vraiment une grande famille de gens qui ont été croyants puis sceptiques, en fait, j'ai l'impression que c'est souvent un peu la même mécanique qu'on trouve. C'est genre des gens comme ça qui sont très curieux et qui veulent vraiment aller un peu au bout de leur recherche, etc. Et puis en fait, en remontant comme ça le fil un petit peu, en creusant, en fait, au bout d'un moment, tu tombes sur un nœud ou un truc où tu dis, mais en fait, ça va pas, c'est pas logique. Et puis là, après, tu commences à tout remettre en question. Effectivement, ça c'est pas et je pense que c'est pas mal de trucs comme ça. Et en fait, je pense que tu peux, à la base, être vraiment, faire beaucoup de recherches et tout sur un corpus d'idées ou un corpus de textes, etc., qui, lui, est, on va dire, pas de très bonne qualité ou voilà, on va dire, pseudo-scientifique. Et après, en fait, si tu continues comme ça à faire tes recherches et que tu tombes sur un problème, en fait, après, tu peux retomber sur un corpus qui est plus solide. Oui, c'est ça. Ou alors, tu peux finir par admettre qu'il n'y a pas de choses sûres sur le sujet. Il y a aussi ça aussi, qui est assez inconfortable. Ou alors, tu peux estimer que t'as pas suffisamment de temps pour exercer toute cette recherche, cet esprit critique, et du coup, te cantonner et dire, je sais pas. C'est pas super confortable non plus, mais du coup, moi, sur tout un tas de sujets, maintenant, j'en suis arrivée à ce stade, et j'ai pas le temps, en fait, d'appliquer la même méthode que j'ai appliquée sur la naturopathie à tous les sujets autres, quoi. Et du coup, merci aux personnes qui prennent ce temps, en fait, de vulgariser, de synthétiser, et ça, c'est vraiment... Mais dire je sais pas, je pense que c'est vraiment le début du scepticisme, quoi. Après, mais ça, je l'avais déjà en tant que naturopathe. J'avais pas de soucis, tu vois. Mais je pense pas que ce soit tous les naturopathes. Peut-être pas. Ah, non, après, je peux parler que de moi-même. Vraiment, enfin, voilà, c'est un truc aussi qui est important de préciser, enfin, qui me tient à cœur aussi, c'est que ce que je dis ne représente que mon parcours. C'est pas représentatif, sauf quand je précise qu'on parle d'un fondement de la naturopathie qui est applicable à tout le monde, mais sinon, c'est vrai que ça parle de moi et de mon parcours, donc c'est vrai que c'est difficile à généraliser. Ouais. Mais oui, d'une manière générale, il y a peu de personnes, mais en dehors des croyances, du caractère dogmatique ou irrationnel des croyances, il y a peu de personnes qui savent dire je ne sais pas. Alors, c'est trop bien. Ouais. Mais... En fait, moi, j'ai tendance à dire que dire je sais pas, ou être sceptique de manière générale, c'est la manière la plus économe d'être rigoureux. C'est-à-dire, tu peux être feignant et rigoureux, en fait, c'est en étant sceptique, quoi. Ouais. Genre, t'as pas besoin de trop réfléchir et tu dis, ça, j'ai pas travaillé, donc je sais pas, quoi. Ouais. Et je trouve ça assez sympa. Au moins, c'est honnête, quoi. C'est honnête, voilà. Ouais, carrément. Tu trompes personne. Je pense que c'est la meilleure manière de jamais dire de bêtises, quoi. Ouais. Après, j'ai tendance à utiliser des tournures conditionnelles et à essayer de... Je le fais pas encore assez systématiquement, mais je sais que dans la façon que j'ai de parler, j'essaie de prendre en considération ça, d'être peut-être moins affirmative, ou de... Des fois, je le suis, parce que j'ai le sentiment que ce que je dis est avéré, et je vois pas pourquoi ça pourrait être autrement, mais j'essaie quand même d'amener un peu de nuance. C'est pas évident tout le temps. Ouais. J'essaie. Mais je trouve que c'est une bonne habitude à avoir. C'est des fois ce qu'on appelle les marqueurs d'humilité épistémique. Bien évidemment, j'allais t'en parler. J'adore, j'ai des termes très compliqués. Donc l'humilité épistémique, c'est genre être humble par rapport à tes connaissances. Ok. Et donc modeste par rapport à ce que tu sais. Et les marqueurs, c'est vraiment dans la manière dont tu parles. Utiliser des mots comme probablement, je pense que, il me semble que...
enfin peut-être. Par exemple. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est ça fait le marqueur d'humilité épistémique. Mais dans le même temps, ça m'évoque le fait que j'ai conscience que quand je prends la parole sur certains sujets, malgré les précautions que je prends de langage, il y a des personnes qui perçoivent ça comme étant relevant de la condescendance ou de quelque chose de très définitif, affirmatif. Et pour le coup, je sais pas comment faire autrement, et je me dis que en fait, on est responsable du message qu'on envoie, mais on peut pas gérer tous les paramètres de la réception du truc, quoi, et bon, ouais. on peut pas... Tu sais le message que t'aimais et tu sais pas le message qui est entendu, quoi, des fois. Ouais, donc du coup, c'est un peu frustrant, des fois, de se dire que d'essayer de prendre des précautions de langage et d'utiliser, de peser tes mots pour vraiment que ça veut pas dire autre chose que ce que t'es en train de dire, et quand tu vois la façon dont c'est reçu, des fois, tu te dis merde, tant d'efforts pour rien. C'est un peu frustrant, quoi, mais bon. Ok. Ouais, non, mais je vois complètement, ouais. Et donc voilà, donc t'as eu ce parcours vraiment de critique maintenant dans ton ancienne pratique de naturopathe. Ouais. Mais en fait, pas que, en fait, tu critiques pas que ça. T'as Et quand non même d'autres cordes à ton arc. Et non, parce que j'ai pas attendu la naturopathie pour porter un regard critique sur oui, ce que tu le disais monde avant, qui en fait. m'entoure. Déjà, voilà. avant, t'avais des... C'est ça, donc en fait, c'est ça s'est rajouté. Mais si on part de la naturopathie, déjà, en fait, je peux pas m'empêcher de porter un regard critique sur le système de santé, sur toutes tout ce qui peut influencer la prise en charge en termes de santé. Qu'est-ce qui amène les personnes à aller en naturopathie et à pas suivre un parcours de médecine conventionnelle? Et en fait, c'est des facteurs dont on parle trop peu. Et dans le même temps, je vois pas pourquoi je me cantonnerais à porter un regard critique sur la naturopathie sans aborder les causes de... Enfin, ça, c'est mon côté un peu radical. C'est sur tous les aspects, j'aime bien essayer d'aller regarder un peu qu'est-ce qui est à l'origine. Et on peut pas critiquer les pseudo-médecines sans faire la critique de la médecine conventionnelle. Je suis assez d'accord avec toi. Et cette phrase que j'aime bien, c'est il y a l'irrationalité et il y a ce qui la cause. Enfin, ce qui l'engendre, en fait. Ouais. Et en fait, des fois, c'est bien, je trouve aussi, de pas faire le focus que sur l'irrationalité, sur le fait que les gens font des erreurs ou quoi, et essayer de réfléchir comme tu le fais. Et je trouve que ton travail là-dessus est vraiment trop intéressant. C'est vraiment d'aller réfléchir à pourquoi les gens sont amenés à, comme tu dis, aller vers la naturopathie, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aller voir des médiums, aller voir des pseudo-psychothérapeutes, des choses comme ça. Et c'est une chance finalement que j'ai passé ces années à pratiquer la naturopathie, parce que ça m'a permis de passer beaucoup de temps en consultation avec des personnes qui arrivaient là pour différentes raisons. Et il y a des choses qui se dégagent quand même, en fait. Effectivement, on observe les personnes qui arrivent en naturopathie, finalement, il n'y en a pas énormément qui viennent parce que c'est une conviction profonde que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de santé. C'est pas la majorité des gens, quoi. Il y a toujours un parcours, une histoire qui font que ces personnes-là, à un moment, elles ont quitté la médecine conventionnelle. La plupart du temps, il y a quand même de ça. Et c'est des raisons qui sont toutes très variées et qui sont toutes légitimes, puisque le ressenti des personnes, tu peux pas le balayer, en fait. Il y a quoi comme raison, par exemple, que tu voyais, toi? Il y en a énormément, mais alors il y a des personnes qui sont en errance médicale. Alors soit parce qu'elles n'ont pas eu la chance, l'opportunité de rencontrer les professionnels de santé qui leur permettaient de poser un diagnostic ou de soulager leur souffrance. Donc du coup c'est parfois toute une vie, quoi, de souffrance, et donc forcément au bout d'un moment, si on n'a pas de diagnostic et si on n'a pas de quoi soulager sa souffrance, on va chercher. Sauf à vouloir se laisser mourir, il y a des personnes qui en arrivent à ce stade, mais bon, quand il y a un instinct de vie, les personnes vont chercher, et on cherche partout. Donc il y a cet aspect-là. Alors après, on pourra pas m'empêcher de penser, même si je n'ai pas de certitude sur le sujet parce que j'ai pas cherché de chiffres ou autre, que le sexisme qui prévaut dans la médecine conventionnelle, il influe aussi beaucoup sur l'attrait des pseudomédecines. J'avais quasiment que des femmes et des personnes trans en consultation. Et ça m'étonnerait que le naturel soit spécifiquement attractif pour les femmes, parce que je vois pas de raison à ça. Et je pense qu'un des facteurs, c'est que la médecine conventionnelle considère encore les femmes de manière inférieure, et il y a beaucoup de maltraitance dans les soins, il y a une absence de considération de la douleur, un manque d'écoute généralisé, mais aussi vis-à-vis des femmes, et donc on va les retrouver beaucoup dans les pseudomédecines. Ouais, clairement. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être dû au fait que la presse féminine, enfin la presse dite féminine, on va dire, parle beaucoup de ce genre de sujet, de pseudo... Ah mais c'est certain. Je sais pas dans quelle mesure on peut évaluer l'influence de tous ces facteurs-là, mais c'est certain, l'influence médiatique, elle est énorme, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres. Enfin, on sait que
les choix éditoriaux des médias mainstream, ils vont avoir une influence sur toutes les dimensions de nos vies, quoi. Ouais, clairement. Donc ouais, ça contribue effectivement. Ouais. Même du coup, il y a qu'à voir en fait dans le milieu, on va dire, de l'esprit critique ou quoi. Oui. En fait, c'est aussi assez largement des hommes en fait qui sont là, des hommes blancs, etc. Et je pense qu'il faut en avoir conscience et il faut essayer de voir comment on peut faire changer les choses. Alors, du coup, je suis pas un homme, donc moi j'en ai forcément conscience, parce que c'est-à-dire que les premières fois où je me suis retrouvée dans des événements sceptiques, tu peux pas faire autre chose que de remarquer que tu es entouré d'hommes blancs, quoi. Ouais. Et du coup, la question se pose, genre, pourquoi? Est-ce que genre ça intéresse que les hommes blancs, ces questions? Ou est-ce que genre c'est... Non. Ou est-ce qu'on donne accès enfin, comment dire, ils ont un accès plus simple à ces ressources-là? Est-ce que genre la manière dont on présente, on formule les choses s'adresse plutôt aux hommes? Enfin, tu vois, il y a plusieurs il y a plein de facteurs. J'ai pas de réponse à ce sujet-là, et j'ai envie de dire, c'est pas forcément aux personnes qui ne sont pas des hommes aussi d'apporter ces réponses-là. Je pense que c'est aussi aux hommes de se remettre en question par rapport à ça et de cogiter. Ça, je me dédouane un peu, tu vois, là, je suis en train de dire... Parce que chacun sa responsabilité, au bout d'un moment, mais... Non, mais trêve de plaisanterie, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, et je pense qu'on retrouve dans le milieu zététique ce qu'on retrouve dans à peu près tous les autres milieux, et que je dénonçais par exemple dans la médecine conventionnelle, c'est qu'on va retrouver le lot de sexisme, de racisme, de transphobie, de validisme habituel. Validisme sûrement un peu plus qu'ailleurs, peut-être un peu, j'en sais rien, c'est au vent mouillé, hein, on est sur du stat, on est sur du fiable là, mais en tout cas ça c'est une rhétorique qu'on observe beaucoup, et moi personnellement c'est quelque chose qui me met super inconfortable à titre personnel pour évoluer dans ces milieux-là, et j'imagine que les autres personnes sexisées, racisées, ou, quel que soit leur profil en fait, qui sont pas des hommes blancs cis hétéros, elles se retrouvent en fait dans cette difficulté. Après, il y a des milieux pour lesquels on sent qu'il y a une intention de prendre en considération tout ça avec une dimension d'inclusivité, et c'est ce que j'ai trouvé par exemple au Rasoir Doc, et que je trouve super confortable. Après, il y a encore des efforts à faire, mais je sais pas dire lesquels, c'est déjà énorme en comparaison avec ce qu'on peut observer à côté, quoi. Donc c'est chouette. On essaye, mais des fois c'est juste, comment dire... Enfin, on le dit, quoi. Enfin, on dit qu'on essaie d'être inclusif, etc. Après, dans les faits, est-ce qu'on arrive à le faire? Je sais pas. En fait, déjà, je trouve qu'un truc qui est bien, c'est le dire, en fait, déjà, c'est bien. Ouais. Et le fait de le pointer du doigt, en fait. Genre... C'est une première chose, mais effectivement, il faut que les actes soient en rapport. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas de souci à le pointer du doigt quand j'assiste à des événements ou des choses comme ça. Et donc, du coup... mais alors après le truc c'est que j'ai conscience que c'est pas forcément trop difficile pour moi, mais que ça l'est pour beaucoup de personnes, et que c'est hyper coûteux de pointer du doigt non mais en fait là c'est hyper sexiste, c'est hyper raciste, c'est parce qu'on sait qu'on s'en prend plein la gueule tout le temps, donc il faut avoir les aptitudes aussi. Donc moi personnellement je sais que le fait de savoir que beaucoup de personnes n'ont pas ces aptitudes là, ça me motive à prendre la parole pour elles, mais c'est difficile en fait, et c'est difficile de créer des espaces où les personnes qui subissent des oppressions se sentent de pouvoir contribuer en fait à diminuer ces oppressions, parce que c'est énorme comme charge, c'est tout le temps en fait. Ah oui. C'est chez toi, c'est au travail, c'est dans la rue, c'est tout le temps, et du coup c'est vrai qu'il y a des moments où t'as envie d'avoir des pauses, et du coup des fois les pauses ça passe par fermer sa gueule, et c'est un peu triste. Et quand t'es pas concerné directement par ces oppressions, on va dire, comme moi j'ai la chance, on va dire, de l'être parce que je suis un homme blanc, etc., cis hétéro, tout ce qu'on veut, en fait souvent on le voit pas, ça, on voit pas ces oppressions, etc. Et en fait moi c'est ça que je voulais pointer du doigt, et je l'avais fait quand j'avais fait une conférence il y a pas longtemps, de dire regardez, en fait on est que des hommes. Enfin on n'était pas que des hommes, mais on était beaucoup d'hommes, quasiment que des blancs, etc. Et juste en fait le montrer, tu vois, genre poser la question aux gens, juste interroger, genre bousculer, c'est comme j'aime bien dire, ce qu'on fait nous c'est vachement essayer de bousculer les trucs, et genre que les gens se rendent compte et commencent à se poser la question, genre de pourquoi en fait. Après on peut apporter différentes réponses, mais je pense que c'est une première chose, rien que de se rendre compte de ça, et de se rendre compte que il y a plein de choses qui sont arbitraires et pas nécessaire autour de nous, et qu'il faut questionner, quoi, je pense. Ouais, mais c'est vrai que c'est la première étape, et de toute façon une oppression elle a une dimension systémique et sociale, donc tu peux pas en tant qu'individu, à toi seul, avec tes comportements, changer la donne, et du coup c'est vrai que c'est une réflexion commune à avoir. Après on a la chance d'avoir internet et tout un tas de contenus, de vulgarisation, il y a énormément de personnes concernées qui produisent des contenus. C'est un peu ce que j'ai fait récemment du coup avec le contenu sur la psychophobie, car je suis plutôt un bon accueil, donc ça c'est chouette, et c'est des choses, ça demande beaucoup d'efforts,
Mais du coup, c'est chouette du coup de se reposer sur ce que les personnes concernées ont déjà dit sur ces sujets-là et d'essayer d'appliquer en fait cette espèce d'humilité qu'on va retrouver dans l'esprit critique à ces comportements-là aussi, ce qui est pas évident pour tout le monde, parce que c'est difficile de quitter une posture privilégiée dans laquelle on a une assise, on a quand même un sentiment de domination, qu'il soit conscient ou pas. C'est pas évident, et je le sais parce que je suis blanche, et que du coup j'ai le même problème en fait pour remettre en question le racisme dont je fais preuve encore aujourd'hui par moment, et voilà, donc... Ouais, exactement, mais c'est une posture qu'il faut, je pense, encourager, quoi, cette remise en question. Ouais, tout à fait. Alors juste, si on pouvait revenir du coup sur ce que tu disais sur la psychophobie, là, la vidéo que tu viens de faire, du coup, je sais pas si tu pourrais en parler rapidement de ce que tu disais. En fait, c'était un contenu dans lequel ça me travaillait depuis un moment, et je voulais pointer du doigt quelque chose que j'ai beaucoup observé dans le milieu zététique, tout ce qui a trait à l'esprit critique, mais pas que, hein, bien évidemment, c'est pas spécifique, mais c'est que c'est abordé quand même assez systématiquement, on va dire, dans ce milieu-là, cette façon qu'on a de pathologiser des personnes qui ont des croyances sectaires, dogmatiques, irrationnelles, en les traitant de fous, en les traitant de paranoïaques, déjà la problématique c'est on est dans la volonté d'insulter, donc déjà on est sur quelque chose de assez peu constructif. Des fois ça fait du bien, faut dire ce qu'il est. Mais quitte à être dans cette dimension d'insulte, ça peut être chouette de pas alimenter des oppressions derrière. C'est-à-dire que les personnes qui sont visées par ces étiquetages, en fait, psychophobes, déjà, elles, ça va pas les aider à changer, hein, clairement. Si on traite quelqu'un de malade mental, a priori, il y a peu de chances qu'il prête une oreille attentive à ce qu'on voudra lui dire derrière. En plus, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que cette personne soit crédule et des croyances infondées. Strictement rien à voir. Et au-delà de ça, ça alimente l'idée que les personnes qui sont atteintes de troubles psy sont peut-être plus crédules, moins rationnelles, parfois plus agressives, plus dangereuses, enfin tout les clichés qu'on a habituellement, avec le lot de conséquences que ça peut avoir sur les personnes concernées. Donc on en parle trop peu de la psychophobie, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans la zététique et qui est, je pense, contre-productif, vraiment, pour tout le monde. Ouais, c'est une confusion dans les deux sens, comme tu dis, genre à la fois d'assimiler donc des gens qui ont des croyances à des gens qui auraient des problèmes psychologiques, et inversement banaliser des termes psychologiques, dans les deux sens, c'est délétère, je pense. Il n'y a rien qui va, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on y a quand même... moi j'ai découvert énormément de contenu quand je suis arrivée, quand je me suis intéressée à l'esprit critique, et j'en découvre encore tous les jours, et je me dis mais comment c'est possible de se limiter à insulter les gens avec tout ce bagage qu'on a. Enfin il y a une maxime que j'aime beaucoup, c'est si tu penses qu'on peut plus rien dire, c'est qu'il est temps de fermer ta gueule. Alors, je l'aime beaucoup parce que je me l'applique à moi-même. Okay. Et c'est spécifique pour toutes ces personnes qui disent oui, non, mais on peut plus rien dire, on peut plus dire des trucs homophobes, on peut plus dire des trucs sexistes. Et je l'aime beaucoup parce que j'essaie de me l'appliquer à moi-même avec plus ou moins de succès par moment. Mais du coup, c'est une façon de dire, en fait, si tu penses à ce moment-là que effectivement t'as quelqu'un qui est en train de te dire non, mais tu peux plus rien dire, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses qu'il y a des choses plus constructives à dire. Et le milieu de la zététique permet ça. Enfin, il y a énormément d'outils, il y a des arguments hyper rationnels, il y a des faits, il y a des choses hyper tangibles. Pourquoi ne pas se reposer là-dessus, quoi ? Ouais, clairement. Pourquoi ? Je te le demande. Mais je pense que c'est aussi une situation assez confortable, en fait. Surtout, au début de la zététique, comment c'est venu, je pense que c'était un peu des gens qui s'intéressaient à des questions style du paranormal, des ovnis et tout, et en fait ils étaient que entre personnes qui débunkaient ça, et en fait c'est assez confortable d'aller se moquer de ça, parce que c'est des gens qui sont dans un délire un peu loin et tout, et du coup c'est facile de pointer du doigt et de voir toutes les biais, les mécanismes derrière qui posent souci. Quand il faut remettre en cause soi-même ses positions, là, ça devient inconfortable, ça devient coûteux psychologiquement, socialement, etc. Et du coup, il y en a qui refusent de le faire, plus ou moins consciemment, et qui ont même tendance à dire que, en fait, c'est plus trop de la zététique que d'aller questionner des choses sur des enjeux sociaux ou politiques, tu vois.
Ah oui, les fameuses personnes apolitiques de droite, d'accord. Oui, non, mais parce que ça aussi, ça c'est pas propre à la zététique aussi, mais cette façon de dépolitiser tous les sujets qui sont éminemment politiques. Enfin, on peut pas parler de santé sans parler de la dimension politique et sociétale du truc. Enfin, c'est complètement inintéressant déjà, et complètement pas pertinent. Et c'est pareil pour tous les sujets qui sont abordés en zététique, il n'y a pas de... Personne n'est neutre. Et là, on tombe dans le scientisme, en fait, de prétendre à une espèce d'objectivité essentialiste, très scientifique. Mais je pense que c'est un discours qui est encore hyper, commun dans la science. Enfin, même moi, je pense, avant de me poser ces questions-là, me dire, ah non, mais si t'es scientifique, il faut être neutre, objectif, c'est pas politique, etc. Et ça a rien à voir, tu vois, les deux. Les deux peuvent être décorrélés, la description du monde et, on va dire, le truc politique, et il faut absolument éviter d'être politique et tout. Et en fait, c'est en me posant un peu ces questions et en tombant sur des ressources que je me suis dit qu'en fait, c'était pas si simple que ça, quoi. Et je pense que c'est quand même un truc qu'on entend encore beaucoup, que non, on peut critiquer les pseudomédecines, on peut faire tout ça juste en étant purement objectif et purement neutre. Non, je pense qu'on ne l'est jamais. Voilà, dès qu'on ouvre la bouche, on ne l'est pas, de toute façon. Et puis, le fait à partir du moment où tu as conscience de certains biais, que tu essaies de les prendre en considération, le biais de confirmation, par exemple, bien évidemment que tu vas essayer de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus. Mais dans le même temps, dépolitiser, c'est encore autre chose, quoi. C'est souvent une posture, je pense, qui est à l'avantage des personnes qui sont privilégiées dans notre société. Oui. Et voilà, c'est toujours les mêmes personnes. Et ça explique aussi, peut-être pour partie, le fait que dans le milieu de la zététique, finalement, il y a beaucoup d'hommes blancs. Et voilà, je pense qu'il faut se poser les questions, effectivement, et relier les choses, les éléments entre eux. Et c'est peut-être pas sans lien, en fait, cette façon de dépolitiser. Exactement, parce que je pense qu'on en revient au fait que c'est genre coûteux de remettre en question ses privilèges et ses positions, etc. Et que c'est beaucoup plus confortable de rester sur ses convictions, etc. Et même quand c'est inconsciemment, quoi. Donc en fait, de la même manière automatiquement, que ça perdure, quoi. Les croyances que tu peux avoir dans les pseudomédecines ou dans les pseudosciences, c'est vachement plus confortable aussi, quoi. Ça peut répondre à plein de choses, ça peut avoir du sens dans la vie de plein de personnes. Et ça peut donner de l'assurance, ça peut donner des réponses, ça peut avoir... Et remettre en question, c'est coûteux aussi, quoi. Donc c'est assez ironique, en fait, de demander à des personnes de remettre en question les croyances qu'elles ont et qui fondent leur vie, parfois, et dans le même temps de refuser de regarder ses propres... Exactement. C'est compliqué. Et je pense que c'est vraiment, un point un petit peu de tension, je dirais, entre... au milieu, dans les cercles d'esprit critique et de la zététique, entre des personnes qui ont passé ce point-là de dire, ah mais il faut aussi que je remette en question mes propres postures, etc. Et d'autres qui le font pas et qui ont l'impression de se faire d'être un peu agressés par les gens qui proposent ça, quoi. Oui. Et qu'on trouve en dehors de la zététique aussi. Oui, clairement. Et un des travers qu'on va trouver aussi, je trouve, dans le milieu de la zététique, que j'aime beaucoup, au demeurant, parce que là, on pourrait croire que... parce que tu me lances sur la critique, mais moi, c'est un truc hyper nourrissant, hyper stimulant, quoi. Mais il y a un truc que je disais récemment, c'est que 90% de la zététique, ça devrait être critiquer la zététique. Oui. Donc j'exagère un petit peu, mais vraiment, je pense que c'est un truc 85% serait suffisant. Mais je trouve que c'est quand même... vraiment, on est conscient des biais, des mécanismes sociaux, psychologiques, etc., qui peuvent nous mener en erreur. Ouais. Et on devrait être les premiers, en fait, à remettre en cause constamment, en fait, toutes nos positions et tout. Donc, en fait, moi, je me définis comme zététicien, on va dire. Okay. Mais j'arrête pas de critiquer la zététique, quoi. Mais je pense que les deux vont ensemble, ça me dérange pas. Mais ça me va. Peut-être que je rejoindrai le club un jour, alors, parce que je pense que j'ai quelques aptitudes à la critique, donc ça me va. Mais un truc que j'ai pu observer, du coup, aussi dans le milieu de la zététique, c'est étrange, c'est que cette habitude, du coup, de poser une étiquette de dérive sectaire, ou de complot, ou de croyances irrationnelles, il y a des personnes, du coup, plutôt que de remettre en question leur positionnement peut-être politique, oppressif, en fait, elles vont juste pointer du doigt le complot féministe. Donc, on trouve dans les contenus zététiques ou d'esprit critique des personnes qui vont faire des contenus sur le complot féministe, la dérive sectaire végane, le complot LGBT, mais c'est des personnes qui sont
persuadée d'être dans une démarche rationnelle, de la même manière que je l'étais quand j'exerçais la naturopathie. Et j'imagine à quel point c'est douloureux en fait pour ces personnes d'imaginer changer de point de vue et Ouais. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une culture en fait de la confirmation où en fait, tu vas aller chercher des ressources qui confirment ce que tu dis. Tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme tu penses. C'est vrai. Et face à ça, t'as la culture de la réfutation qui est de genre apprendre à, quand t'as une idée ou une ressource, à essayer d'aller voir le contraire, enfin si ça peut être faux, de donner de la valeur à la critique, de t'entourer de gens qui vont peut-être critiquer ce que tu dis, etc. Et je pense que c'est un peu l'histoire de la science, etc. Ça peut, de la science versus la pseudoscience, ça peut se résumer à genre une culture de la confirmation versus une culture de la réfutation. C'est vrai. Et j'aime bien le voir comme ça, et du coup, je trouve que c'est bien vraiment de valoriser en fait tout ce qui peut avoir attrait à cette réfutation, à cette critique, à cette remise en question, qui est super inconfortable en fait. Qui est inconfortable, mais en fait c'est pas destiné à être confortable. Ouais, mais je pense qu'on peut le valoriser, tu vois. Moi maintenant, genre dire je sais pas, changer d'avis, de plus en plus j'essaie de voir ça comme un truc positif. Et en fait il y a plein de gens qui essaient de aussi valoriser ça, et en fait il t'en fait un peu un truc qui est socialement bien vu, de changer d'avis et de se remettre en question. En fait ça peut être cool aussi, quoi. Ouais, ça me fait penser à un truc qui a pas grand chose à voir, mais c'est mais c'est peut-être pas trop éloigné. Il y a quelques années, j'ai pris conscience que l'échec c'était quelque chose de perçu comme quelque chose de super négatif, un peu de cette manière-là, et en fait je me suis exposée à des discours et des critiques différentes, enfin d'un point de vue différent, et désormais je vois ça comme quelque chose de super constructif en fait. Et ça fait partie de ces façons dont on peut renverser le point de vue qu'on a sur le sujet. Et alors c'est inconfortable un échec, bien évidemment, c'est comme la remise en question, mais en fait est-ce qu'on peut pas en tirer des choses constructives, quoi, pour tout le monde, pas que pour soi aussi, mais après ça nécessite d'avoir une vision un peu plus holistique, globale. Non, je pense que c'est un truc qui s'entraîne, et qui de base dans notre société, dans notre culture, c'est pas trop mis en avant. Mais je pense si on est, comment dire, si on apprend justement à changer d'avis et tout, comme je disais avant, être plus souple en fait, qu'on appelle la flexibilité mentale des fois, d'être vraiment moins solide sur nos a priori, les constructions mentales, sociales qu'on a. Et ben c'est plus facile de changer d'avis, et c'est plus cool aussi, et la vie est plus légère, je pense. Oui, pour partie, ça dépend sur quel sujet, mais je suis d'accord. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une posture beaucoup plus confortable. Je la trouve plus saine, plus juste, plus réaliste, plus connectée à la réalité de ce qui m'entoure. Après, c'est vrai que quand on parle des oppressions sur une chose, c'est pas super confortable d'avoir conscience de tout ça et de savoir qu'on est acteur ou actrice de la chose. C'est inconfortable. Mais ça le devient moins quand on prend en considération dans la façon qu'on a d'agir, et que du coup, on devient de moins en moins acteur de ça, et on essaie plutôt d'aller vers quelque chose de mieux, quoi. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est des trucs sur lesquels il faut travailler. Ouais, et on n'a pas fini. Individuellement et collectivement. Oui, aussi, tout à fait. Clairement. Et même en fait, comme tu disais tout à l'heure, et je voulais rebondir là-dessus, c'est quand tu parlais du coup des termes qui sont utilisés, donc des termes qui peuvent être psychophobes. Ouais. Et en fait, du coup, je trouve ça fou que, en fait, dans la pensée critique et dans la zététique en général, on parle assez peu en fait des questions de linguistique et de sémantique et tout. Et en fait, je pense qu'au même titre qu'il y a des biais qu'on pourrait appeler cognitifs, des biais sociaux, etc. En fait, de même, il y a des biais linguistiques en fait, et que se rendre compte à quel point les termes qu'on emploie, etc., vont structurer notre pensée, vont structurer nos rapports aux autres, etc. En fait, c'est assez fou. Et je trouve ça bien d'en parler, et que je pense qu'on en parle pas forcément assez. Et c'est pas évident, et j'ai conscience dans le même temps que c'est un discours qui peut être assez élitiste, dans le sens où on n'a pas tous et toutes le même bagage culturel, on n'a pas tous reçu la même éducation, on n'a pas le même vocabulaire, la même faculté à trouver des synonymes, ou à avoir cette diversité dans le langage qui nous permet d'avoir cette perception critique du truc. Mais du coup, je pense que c'est aux personnes qui ont ce privilège-là de s'approprier le sujet et
de faire cet effort du coup de choisir les bons mots et d'apporter des changements si nécessaire. Enfin moi c'est quelque chose que je fais personnellement. Alors quand je dis moi je, c'est pas pour me prendre un exemple, je le précise parce que ça pourrait être interprété comme ça, c'est pour situer juste que je parle de moi et je peux pas parler d'une autre personne. Non mais je préfère le dire parce que du coup il y a des personnes qui imaginent que je pourrais être en train de donner des leçons alors que c'est pas mon intention. Mais je sais qu'à titre personnel, j'ai pas de difficulté quand on pointe du doigt qu'un mot va être problématique, de dire ah ok, en fait il suffit qu'une personne me dise en fait pour moi c'est problématique par rapport à ça. À partir de là je me dis si cette personne est capable de le dire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont pas forcément le dire mais pour lesquelles ce sera problématique et je vais faire l'effort d'essayer d'en changer. Alors ça va pas venir du jour au lendemain bien évidemment, des fois j'ai besoin de me reprendre, avec les amis on se reprend mutuellement sur des trucs, mais ça n'empêche pas de se moquer dans le même temps parce que tu parlais de la moquerie par exemple tout à l'heure, mais en fait on peut rigoler, on peut se moquer, mais il y a des contextes déjà pour ça. Je pense que déjà publiquement c'est pas quelque chose d'intéressant. Et puis il y a des façons de faire, on n'est pas obligé de se moquer toujours sur des choses qui ont trait aux oppressions, quoi, de rabaisser systématiquement les autres. En fait on peut se moquer sans humilier aussi. Enfin il y a c'est complexe. C'est bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On change de sujet. Changeons de sujet. Non mais autre chose que je voulais aborder avec toi, c'est que, bon t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, t'es vegan. Et ouais. Ça t'a posé des soucis dans le milieu zététique? Non, pas forcément ça, mais voilà, pourquoi, depuis quand, je sais pas si t'as envie d'expliquer un petit peu. Depuis quand paquet d'années. Un paquet d'années. Avant que ce soit cool. Et les carences ne m'ont pas encore... T'as encore envie? Et ouais, je suis encore en vie, je suis même plutôt en forme. Non, ça fait... Non, attends, mais je vais pas te poser des questions sur les années parce que t'es pas à l'aise apparemment. Donc depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, depuis pas mal d'années. Une dizaine d'années, je dirais. Ouais, j'en sais rien. Et pourquoi en fait, c'est quelque chose qui est... Voilà, je vous emmerde. Et pourquoi pas, Nicolas? Ouais, c'est vrai. Enfin, peut-être. Voilà. C'était la fin du podcast. Non. Merci d'être venu. Alors pourquoi je suis végane? Parce que ça arrivait petit à petit. J'ai pas tout de suite eu un positionnement très politique et très conscient de la chose. Tout simplement, c'est arrivé, je suis devenue végétarienne petit à petit en me disant je suis en train de manger le cadavre d'un animal et ça me mettait mal à l'aise. Et en fait, j'aime pas les situations où je suis mal à l'aise et j'essaie de résoudre en fait la dissonance des fois qui me tiraille. Donc, dans la mesure où il y a des trucs qui me mettent mal à l'aise, j'essaie de les éviter. Et donc, je suis devenue végétarienne petit à petit. Puis, j'ai commencé à prendre conscience de l'exploitation animale pour des aliments qui ne sont pas de la chair. Et là, je commençais à me dire, ouais, mais ça manque de cohérence un petit peu ton truc végétarien, là. Et aussi, l'incohérence, c'est un truc qui me met mal à l'aise aussi beaucoup. Donc, du coup, j'ai avancé là-dedans. Et ça m'a permis de faire des recherches et d'accéder à des contenus en lien avec le véganisme, l'antispécisme, et beaucoup plus récemment, le sentientisme. Donc, c'est des postures philosophiques ou morales ou éthiques, on va dire. Politique aussi, parce qu'on va pas faire semblant d'ignorer la dimension politique du truc. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je considère que la façon que j'ai d'interagir avec les individus, déjà, elle est motivée par le fait que j'essaie d'occasionner le moins de souffrance possible. Parce que je vois pas pourquoi j'occasionnerais des souffrances inutiles à des personnes ou des individus non humains. Et du coup, la considération morale que je vais avoir, elle va avoir pour critère la sentience, c'est-à-dire que je vais déterminer, en fonction de la capacité de l'individu à ressentir de la douleur, du plaisir, du bonheur, je vais adapter le comportement que j'ai. Donc si c'est une personne qui est en mesure de ressentir de la douleur, je vais faire en sorte de ne pas lui infliger. Ok. Parce que je crois qu'on avait commencé un petit peu à en parler, je sais plus, sur les réseaux, en fait, cette différence entre sentientisme et antispécisme. Ouais. Est-ce que tu peux juste rappeler les deux termes? Oui, l'antispécisme, du coup, c'est la posture, on va dire, éthique aussi, qui consiste à s'opposer au spécisme, comme son nom l'indique. Yes. Et le spécisme, c'est l'idéologie qui considère que on opère une discrimination arbitraire et on traite les individus différemment selon leur espèce, mais juste sur la base de la considération d'espèce, en sachant que du coup dans ce schéma-là, l'humain est considéré comme étant supérieur et ayant droit d'exercer une domination sur l'ensemble des autres espèces. Et c'est pas très fin non plus comme... donc l'antispécisme n'est pas très fin, puisque l'idée c'est de s'opposer au spécisme,
mais je pense que c'est pas suffisant, dans le sens où le critère d'espèce, il est pas super pertinent non plus, parce que d'une espèce à l'autre, il y a des espèces animales qui, par exemple, dont on sait qu'elles n'ont pas la capacité de ressentir la douleur, donc du coup, on n'a pas besoin de s'efforcer de leur épargner une douleur qu'elles ne ressentent pas. Donc du coup, le critère de sentience, il me paraît beaucoup plus pertinent. Donc c'est un autre point de vue, en fait, du coup, que l'antispécisme, le scientisme. Enfin, oui, c'est complémentaire. Okay. C'est complémentaire. Et du coup, le scientisme, c'est plutôt réfléchir à... c'est prendre en considération la sentience de l'individu pour adapter l'interaction qu'on va avoir avec. Et du coup, ce qui conduit au véganisme, donc le véganisme, c'est le fait de limiter autant que possible les souffrances occasionnées aux animaux, donc à travers leur exploitation, leur mise à mort. Donc ça passe par le choix d'une alimentation végétalienne, ça passe par le choix de ne pas avoir des activités de loisirs qui vont impliquer des violences sur les animaux ou l'exploitation des animaux, donc pas de cirque, pas de corrida, on va pas se balader dans un aquarium, voilà, ce genre de choses. Et puis au niveau vestimentaire, on va essayer de pas porter des peaux d'animaux. Okay. Mais du coup, donc dans le scientisme, tu considères que tous les animaux n'ont pas le même niveau de sentience? Alors c'est pas moi qui le considère. Non, pardon. Mais c'est bien de le préciser. Ouais. Non, mais c'est même pas on, c'est que en fait il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet et qui permettent de déterminer à l'heure actuelle ce que l'on sait de la sentience de différentes espèces. Il y a des espèces sur lesquelles on a moins de certitude que d'autres, parce qu'il y a des... Alors c'est pas un truc sur lequel je suis très au point, parce que la biologie, ce genre de truc, c'est pas c'est pas encore ça, mais en tout cas l'état de la science permet de déterminer qu'il y a des espèces dont on sait qu'elles sont sentientes. On peut même déterminer certaines émotions, certains de leurs comportements. Il y a des études un peu, on va dire, psychologiques, quoi, sur certaines espèces. Et puis il y en a d'autres sur lesquelles on sait pas trop, puis il y en a d'autres, on part du principe que, bon, à l'absence de système nerveux, par exemple... c'est compliqué d'imaginer que cet individu va ressentir la douleur, quoi. Parce qu'en fait, du coup, moi je me pose pas mal de questions sur ça, parce que je suis, on va dire, flexi, mais bon, quasiment végé, et en fait, voilà, plutôt tendance scientiste, du coup, parce que c'est aussi quelque chose que je considère comme... pas faire de souffrance, c'est quand même plutôt bien, tu vois. Mais du coup, je considère que, par exemple, une huître, pour prendre un exemple, c'est pas forcément... Enfin, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que c'est pas sentient, et du coup, tant qu'à faire, je préfère manger une huître que manger une vache. C'est ça. Alors, c'est typiquement là où tu vas, dans la pratique, avoir la différence entre l'antispécisme et le sentientisme. Parce qu'une personne qui va se cantonner à une vision antispéciste et ne pas développer de considération de sentience, elle va pouvoir considérer que c'est un animal, du coup le critère d'espèce, voilà, donc on n'y touche pas. Alors qu'une personne qui va avoir une logique sentiente, elle va pouvoir choisir de ne pas consommer d'huîtres, parce que pourquoi pas, enfin il n'y a pas d'obligation à le faire, mais elle pourra le faire tout en étant en accord avec les considérations de sentience. Donc quand tu dis qu'il y a des espèces qui sont pas sentientes, par exemple quand je dis huître, je suis les bivalves, c'est ça, entre autres. Je sais pas trop loin. Il y en a d'autres aussi, mais je sais plus lesquels. En fait, genre des insectes par exemple, j'imagine aussi que... Eh ben, j'ai pas de certitude sur le sujet. Moi, je dois bien avouer que j'ai pas creusé ça. Après, à titre perso, ça m'attire pas, donc j'ai pas ressenti le besoin de chercher. Mais j'imagine que si un jour j'avais envie ou besoin de consommer des insectes, je questionnerais la sentience des espèces concernées et ce genre de choses. Au même titre que je regarderais peut-être aussi l'impact écologique, enfin il y a tout un tas de facteurs qui m'intéresseraient, mais à l'heure actuelle, en fait, c'est dispensable. Du coup, ça m'intéresse pas, quoi. Mais il y a des personnes qui s'y intéressent, c'est pas parce que moi je m'intéresse pas que d'autres... Parce qu'en fait, il y a une autre question que je me pose aussi, c'est que, en fait, par rapport au véganisme, peut-être que c'est une question qu'on t'a déjà posée, j'ai l'impression que à peu près n'importe quel aliment que tu vas consommer, à quelque part, il y a eu des animaux qui sont intervenus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou par exemple, il y a une exploitation de carottes, j'en sais rien, mais il a fallu déforester quelque chose, et du coup ça a impacté les animaux aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi cette prise en compte, on va dire un peu plus générale, que même des produits pas animaux peuvent avoir des impacts sur les animaux? Ah, mais c'est un fait, bien sûr. En fait, c'est aussi pour ça que j'espère que j'ai pris ces précautions de langage quand je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le véganisme, c'est aussi faire de son mieux pour aller dans cette direction-là. En fait, on vit dans une société, de toute façon, complètement spéciste,
donc sur laquelle on sait qu'il n'y a aucune exploitation agricole qui n'occasionne pas de décès ou de nuisances auprès d'autres animaux. Et pour autant, on va pas se nourrir de lumière et on va pas manger des cailloux. Donc il y a... On est obligé, oui, quelque part, d'avoir une influence sur l'environnement, surtout qu'on est 8 milliards. C'est pour ça que l'idée, c'est de minimiser ses souffrances autant que faire se peut. Mais du coup, bien évidemment que le fait de se nourrir, c'est plutôt important. Le fait de se déplacer, parce qu'on entend tout, on entend des personnes qui disent oui, mais du coup, tu tues des moustiques quand tu te déplaces en camion. Ouais. Oui. Ouais. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est sans tu commune tues tes mesure microbes avec... quand tu te soignes aussi. Exactement. Si tu veux J'ai rentrer pas de loin. souci avec ça. Mais oui, on entend de tout, Ouais. bien évidemment. Là, on entend tout le temps ça, mais c'est sans commune mesure avec le fait d'exploiter consciemment des animaux pour les mettre à mort, pour occasionner des souffrances, avec absolument aucune utilité, en fait. Si ce n'est des choses très futiles comme le plaisir gustatif ou le plaisir qu'ont certaines personnes à voir un animal se faire torturer dans une arène. Tu vois, Ouais. en fait, c'est juste... c'est une histoire de... Qu'est-ce que tu mets dans la balance, en fait. Ouais, exactement. J'ai écrit un article il y a quelques années sur la consommation de viande. Ouais. Et je disais qu'en fait, je pense que des fois, il y a des gens qui sont pas d'accord parce qu'il y en a un qui va parler du goût de la viande et l'autre, il va lui parler de la souffrance animale. Et en fait, je pense que une vision qui peut être intéressante, genre holistique, c'est de prendre en compte plein de facteurs. Oui. Donc, ok, il y a le goût, il y a la tradition de ton terroir, il y a la gastronomie. Voilà, bon, ça, c'est, on va dire, les points positifs pour certains. Et du coup, les autres impacts négatifs, ça serait l'écologie, la condition animale, des questions de santé aussi, peut-être, sur la consommation de la viande, etc. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre tous ces facteurs et voir qu'est-ce qui importe le plus, tu vois. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est le goût que tu vas avoir par rapport à la souffrance d'un animal, etc. Tout à fait. Et après, ces facteurs-là, ils peuvent être pondérés différemment en fonction des personnes. Exactement. C'est-à-dire que moi, pour le coup, aujourd'hui, je suis végane parce que j'ai la chance de vivre dans une société qui me permet de l'être et d'être en accord avec mes idéaux. Si demain, je pouvais continuer d'être végane et que ça avait pour conséquence éventuellement d'être moins bon pour ma santé ou moins bon pour l'environnement que ce qu'on connaît actuellement de l'impact que ça a, je sais pas comment je me comporterais, mais il est possible que des personnes choisissent avec des paramètres identiques, du coup, de dire je continue à être végane ou je ne continue pas à être végane. Ouais. Je pense que, et du coup, en fait, essayer de prendre en compte tous ces facteurs aussi quand tu discutes avec quelqu'un, je pense que c'est une bonne manière d'avoir un terrain en fait de discussion avec quelqu'un plutôt qu'en fait s'opposer, genre un qui parle du goût de la viande et l'autre qui parle de quelque chose. Tu vois. Je pense que si on arrive à dire il y a plusieurs facteurs et dire que moi je mets pas tel poids sur tel facteur, je trouve que ça permet d'avoir une discussion qui est peut-être plus efficace. C'est juste aussi, mais c'est vrai que quand on parle souvent de véganisme et de sentientisme, il y a toujours toujours une ou deux personnes qui viennent pour détourner en fait le sujet, parce que quand tu parles de sentientisme, on est sur la dimension morale et éthique, et puis ça a pas trop d'intérêt de contredire avec un argument écologique ou autre. C'est-à-dire que effectivement tous ces aspects ils sont importants, mais ils sont censés être abordés séparément, parce que tu peux pas les mettre... peux pas... les comparer. Ouais, c'est comme si tu essayais de payer aux États-Unis avec des euros, tu vois, c'est pas le même... on n'est pas dans le même système. Ouais. Donc du coup, il y a une dimension éthique à envisager, une dimension écologique. Après, il y a des passerelles, bien évidemment. Mais du coup, tu peux pas répondre à un argument éthique, ouais, mais la viande, c'est bon. Oui, voilà. C'est bizarre. Alors oui, ça compte dans la considération du truc, oui, voilà. Mais c'est juste, c'est pas le moment, en fait. Il est pas question de ça. Ouais. C'est... Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais oui, du coup, en fait, à la fin, il faut une espèce de moyen d'arbitrer, en fait, si t'as tout plein de facteurs comme ça, avec des poids différents. En fait, c'est quoi qui compte au final, tu vois. C'est qu'est-ce qui importe le plus, qu'est-ce que tu vises à la base. Mais ça dépend de ton système moral, voilà, je suppose. Du coup, et c'est vrai que c'est pour ça que moi je le présente comme... Enfin, moi, mon système moral, c'est vraiment c'est le sentientisme. Enfin, j'avais pas capté ça pendant des années parce que je connaissais pas forcément le terme, mais en fait, je me rends compte que dans ma vie, j'ai tendance à essayer de minimiser les souffrances d'une manière générale, que ce soit les miennes, celles des autres, et je me rends compte que c'est un des moteurs de la façon que j'ai d'interagir avec les autres, et c'est aussi ce qui me motive à produire les contenus que je produis, c'est d'épargner des souffrances à certaines personnes, de leur épargner de se mettre en danger, et de dénoncer des situations de violence, des situations d'oppression, enfin tout ce qui nuit en fait. Donc en fait le sentientisme ça s'applique pas que aux animaux, en fait c'est aussi pour les humains. En fait oui, c'est que tu considères moralement en fonction de la sentience de la personne, donc bien évidemment que
les personnes qui se revendiquent du scientisme sont des personnes en général qui ont un niveau de conscience assez élevé de tout ce qui se joue au niveau sociétal, au niveau humain bien évidemment, parce que c'est pas comme si, enfin c'est un faux dilemme, c'est pas comme si on pouvait pas s'occuper à la fois de l'éthique animale et de tout ce qui concerne les humains. Et du coup, le scientisme, c'est une forme de conséquentialisme. Je sais pas si ça te parle comme terminologie. Alors ça, il faut demander à Orlando ou à... je crois qu'il s'appelle Nicolas aussi. Oui, Nicolas Marty, c'est ça? Non, pas du tout. Oui, sûrement, lui, il saurait. Mais c'est pas lui que je pensais, mais il doit savoir aussi. Non, okay. ça, donc c'est des questions d'éthique, mon... ouais. Donc, conséquentialisme, je pense que c'est un peu philosophique, et c'est plus trop mon domaine. Oui, mais en fait, le conséquentialisme, c'est dur, juste dire que quand tu fais un choix moral, en fait, il faut prendre en considération les conséquences de ton choix. Ah bah oui. Et du coup, il y a plusieurs conséquentialismes. Eh ben alors j'en suis. Et... Ah bah non, bah alors là tu me rends les choses difficiles. Parce que par exemple, si je te dis l'égoïsme, en fait, quelque part, c'est un conséquentialisme. Par exemple, l'égoïsme, moi, je vais prendre en compte, je vais faire les choix moraux dont les conséquences sont les meilleures pour moi. D'accord. Ça, c'est une forme de conséquentialisme. Ok. Un altruisme aussi, c'est je prends les choix moraux qui sont les meilleurs pour les autres. Tu vois. Et tu peux pas faire les deux en même temps? Pour toi et pour les autres? En fait, il faut... Oui, il faut mettre dans la balance les deux. Voilà. Mais du coup, ça peut être ce qu'on appelle l'utilitarisme, qui est le fait de prendre le bonheur général et de maximiser le bonheur général. Et bon, on fait ça. Ouais, après, bon, ça pose d'autres problèmes, mais en soi, voilà, ça c'est un conséquentialisme. Et en fait, ça s'oppose à ce qu'on appelle le déontologisme. D'accord. Qui, en gros, définit les valeurs morales a priori. C'est-à-dire, par exemple, dire la vérité, c'est bien. Ah oui. Sans regarder les conséquences. Par essence, en fait. Par essence, tu vois. Ah oui, ok. Et ça c'est plus, on va dire, hérité de trucs religieux ou de choses comme ça. Ah oui, donc non, c'est pas pour moi. Tradition que religieuse. Mais, voilà. Mais du coup, ça rejoint le discours que je tenais, par exemple, sur la rhétorique psychophobe. Le fait d'insulter les personnes en les traitant de malades mentales ou autres. En fait, on peut avoir une intention pas du tout malveillante, mais on s'en fout, quelque part, l'intention. La conséquence, c'est que c'est nuisible. Du coup, oui, ça rejoint le truc. Et du coup, je trouve que c'est vachement important, dans sa position aussi sur l'esprit critique, de questionner, genre, pourquoi on fait ça? C'est quoi notre position morale à la base? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on parle d'esprit critique, etc. Oui. Parce que sinon, on peut être amené à faire un peu des bêtises, quoi. Mais de toute façon, ça revient, on évoquait le biais de confirmation tout à l'heure. Comment tu veux essayer d'éviter tes propres biais de confirmation si tu sais pas comment tu te positionnes initialement et que t'agis pas en conscience de ça? C'est pas possible, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on vise, quoi, là-bas? Je pense que c'est une question qui est importante de se poser. Ouais. Et je renvoie à une conférence qui a été faite il y a pas longtemps par Charlotte, j'ai oublié son nom, langue de chat. Ouais, Charlotte Barbier. Ouais, très très qui se termine par, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on vise quand on fait de l'esprit critique? Qu'est-ce qu'on vise quand on fait de la pensée critique? Et je pense que répondre à cette question, c'est assez important. Il faut se la poser et essayer d'y répondre. Tout à fait. Voilà. Je rejoins. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Conséquentialisme, utilitarisme, tu m'as introduit à plein de notions. J'ai écouté plein de trucs à ce sujet, mais c'est... Est-ce que y a autre chose dont tu voudrais parler? Là, je regarde ma feuille, mais en fait, il n'y a absolument rien écrit dessus. Mais ouais, et je fais pareil, en plus, je suis plongée dans ta feuille, mais... J'avais fait semblant d'écrire une feuille, mais il n'y a pas écrit grand-chose dessus. Ça a du sens. Bon, on a fait une petite pause. On revient, j'ai rechargé le thé, et puis... Et les idées. Et les idées, ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, je me disais, récemment, tu as fait une série de témoignages, une série de podcasts, témoignages de personnes qui ont été victimes de pseudo-médecine, on peut dire. Ouais. Et je trouve ça hyper cool, c'était hyper intéressant, et je pense que c'est des voix qu'on n'entend pas forcément beaucoup, en fait, des gens qui sont victimes de ces pratiques. Et du coup, voilà, je me demandais c'était quoi ton objectif à la base quand t'as fait ça, et qu'est-ce que t'as appris en faisant. En fait, au début, j'étais pas favorable à ce genre d'initiative parce que, justement, en développant mon esprit critique, j'ai compris que tout ce qui relève du témoignage et de l'anecdote, de l'histoire personnelle, c'est pas représentatif et c'est quelque chose qui a peu de poids, en fait, dans la balance.
Et dans le même temps, je me suis rendu compte qu'en interagissant avec des personnes qui me sollicitaient pour des questionnements, qui me partageaient leur vécu, je me suis rendu compte que elles avaient besoin en fait d'entendre ce genre de choses. Et que la parole de ces personnes-là, effectivement, elle était peu visible. Et j'ai compris très vite pourquoi elle était peu visible. Déjà, c'est la difficulté que ces personnes ont à s'estimer victimes. Ouais. C'est super compliqué. Et moi la première en fait, parce que du coup, je pourrais moi aussi m'auto-enregistrer et témoigner de en quoi je suis victime des pseudomédecines. Et en fait, c'est hyper délicat. Déjà parce que c'est un statut qui est pas valorisé. Pardon. Il y a eu un appel. Ouais, tu vas aller voir ? Non, pas du tout. Je pense que c'était pas urgent. Ok. On va la refaire. Donc tu disais, donc tu peux aussi te considérer comme... Ouais, par exemple, je pourrais aussi me considérer comme victime, mais c'est super compliqué de se catégoriser comme tel. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que déjà, c'est pas une posture valorisée. Hein. Victime, c'est pas un truc dont on a envie de se revendiquer et de crier sur les toits. Et je pense que c'est doublement compliqué parce que quand on a adhéré à une vision de la santé en rapport avec les pseudomédecines, on nous a mis dans la tête qu'on était responsable de son état de santé, qu'on était responsable d'aller mal ou d'aller bien. Et donc, c'est très difficile de se défaire de l'idée que, en fait, on n'est pas victime, puisque c'est notre faute, en fait, si on va pas bien. Et c'est super, le poids de cette culpabilité, il est super lourd. Ouais, c'est assez compliqué. Et du coup, j'ai connaissance de plein de situations de personnes qui sont clairement des victimes des pseudomédecines, mais qui ne s'estimeront jamais victimes, et du coup, qui ne porteront jamais cette parole-là. Donc du coup, c'est pas évident. Et du coup, j'essaie de faciliter la prise de parole de ces personnes, à la fois pour elles, en fait, pour qu'elles puissent extérioriser ça. Et je sais que pour la plupart d'entre elles, c'est important de contribuer à éviter à d'autres personnes de faire d'avoir le même parcours et les mêmes souffrances. Et je pense que c'est important aussi de montrer la diversité des profils, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur les personnes qui sont adeptes des pseudomédecines. Et on imagine que c'est des personnes peut-être qui ont peu de culture, qui ont peu de connaissances de base scientifique, et en fait, pas du tout. Pas du tout, non. Vraiment, c'est très divers. Il y a des personnes qui sont très cultivées, qui ont un bagage universitaire scientifique, et en fait, les circonstances de vie peuvent amener à se retrouver victime de pseudomédecine. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, il y a des raisons desquelles on peut s'éloigner du système conventionnel. Ouais. Et par exemple aussi parce que quand il n'y a pas de solution en fait dans le système conventionnel, on vous dit on peut pas te guérir, et en fait ça coûte rien d'aller voir un pseudo-thérapeute qui va te dire que lui il peut te guérir, quoi. C'est ça, entre autres choses. Effectivement il y a beaucoup de parcours différents et du coup je trouve ça très intéressant de les mettre en avant et de pouvoir... Je pense que c'est bénéfique à la fois aux personnes qui s'interrogent sur les pseudomédecines et aux personnes qui sont dans le milieu de la zététique et de l'esprit critique, parce qu'on a tendance à avoir une image, je pense, faussée des personnes qui sont clientes des pseudomédecines. Alors moi j'ai la chance d'avoir pratiqué pendant plusieurs années, donc je connais cette diversité et j'ai une empathie, une affinité avec ces personnes-là, et avec moi-même aussi, hein, parce que du coup je fais partie du lot, quoi. Et du coup j'ai à cœur de diffuser ça, et du coup c'est super intéressant. J'interagis avec des personnes vraiment très très chouettes qui ont des parcours très touchants, et c'est pas facile des fois, mais c'est... T'as eu quoi parmi les témoignages que t'as déjà fait? Il y avait quoi comme pseudo-médecine, on va dire? Le premier, c'était sur les fleurs de Bach, les élixirs floraux. Alors c'est peut-être être dans le désordre du coup, mais il y en a eu un, c'était un mélange de melting pot de à peu près tout ce qui existe en pseudomédecine. C'était une personne qui est atteinte de migraine chronique et qui du coup n'avait pas de traitement et qui cherchait absolument à être soulagée. On lui a fait croire qu'elle pouvait l'être, qu'elle pouvait être soignée même. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu l'homéopathie. Ouais, j'ai eu de l'homéopathie. Ouais, ça, j'ai eu l'homéopathie, c'est revenu plusieurs fois. J'ai eu de la... Parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, parce que l'homéopathie, on a souvent une image des petites granules quand tu t'es fait bobo ou quoi. C'est ça. Mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Et c'est le cas du témoignage qu'on a mis en ligne, effectivement. Ça, c'était une situation d'une personne qui a une maladie grave et qui a manqué d'avoir des conséquences très graves du fait d'avoir été accompagnée par un médecin homéopathe. Et... Ouais, c'est ça. C'est que le caractère justement léger et doux des pseudomédecines aussi, je pense que l'intérêt de ces témoignages, c'est aussi de pointer du doigt ce truc-là, c'est que on parlait des conséquences, par exemple, tout à l'heure, voilà, le poids de... C'est pas parce que l'intention est bienveillante, parce que ça, je remets pas en question, hein, l'intention bienveillante des personnes qui pratiquent, mais le poids, par contre, il faut le gérer derrière, quoi. Donc il y a des histoires assez tragiques, quoi. On a parlé un peu de posturologie, on a parlé de quoi?
Là, on va bientôt parler aussi de médecine traditionnelle chinoise, on va parler d'ostéopathie, on va parler de naturopathie. Ah oui, d'accord, il y a plein de choses qui arrivent. Ah ouais. Ah non, Ok, d'accord. mais c'est sans fin, hein, de toute façon, Ok. donc ouais, il y a plein de choses. Ouais, ce n'est que le début, en fait, de cette série de témoignages. Et en fait, du coup, moi ça me pose une question auquel je réfléchis depuis longtemps, Mhm. qui est du coup, en effet, on voit qu'il y a des conséquences négatives à ça, Ouais. mais d'un autre côté, on pourrait aussi considérer que ça peut avoir des conséquences positives pour certaines personnes, parce qu'elles ont une guérison moins partielle par des effets contextuels, elles se sentent écoutées, elles se sentent entourées, etc. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut s'opposer à ce genre de médecine alternative? Est-ce qu'il faut genre lutter contre, et dans quelle mesure le faire? Ouais. Ça, c'est vraiment pas simple, quoi. C'est très délicat. Et alors, on va dire qu'une position un peu, j'allais dire naïve, c'est pas forcément le bon terme, mais une position qu'on peut entendre dans la zététique, c'est qu'il faut le dénoncer juste parce que c'est faux, on va dire, ou parce que ça n'a pas d'efficacité. Mhm. Mais je pense que la réflexion, elle peut aller encore plus loin. Oui. Et encore une fois, ça demande d'avoir réfléchi à une posture morale de base, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment faire triompher la vérité à tout prix? Ou est-ce qu'on veut que les gens soient heureux? Et du coup, si ça apporte du bonheur à certaines personnes, comment on fait? Est-ce que... Compliqué. C'est ça, c'est Réponse. super délicat. Non, mais c'est super délicat. Et en fait, pour les mêmes raisons que tu évoquais, j'aurais eu des conclusions presque inverses. D'accord. En fait, du fait de se dire, en fait, moi, mon intérêt, je trouve que c'est pas forcément... Enfin, c'est pertinent de dénoncer l'idée qu'on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans quelque chose de rationnel, ça a du sens. Mais est-ce que pour autant... je pense pas que ce soit le critère qui permet de déterminer si ça a du sens de maintenir ou de lutter contre ces pratiques-là. Et par contre, tu parlais du fait de... Est-ce que ça rend les gens plus heureux? Moi, de ce que j'ai pu observer, effectivement, il y a des personnes qui en tirent quelques bénéfices, mais c'est des personnes qui vont bien. Okay. En général, en fait, si je mets dans la balance ce que j'ai pu observer des impacts négatifs et des impacts positifs, j'ai le sentiment assez net que c'est hyper risqué de miser sur le fait que ça peut être un complément bénéfique. Okay. Parce que le truc, c'est qu'on évoquait l'homéopathie, par exemple. On se dit, ouais, ça a peu de conséquences, mais ça peut être sur n'importe quelle technique. On se dit, bon, ça fait pas de mal, ça fait du bien, ça détend, on est écouté, pour des petits mots, ça peut soulager. Des choses dont on sait que les effets contextuels peuvent soulager les douleurs, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on a vite fait de prendre cette habitude-là et d'accorder de l'intérêt et du crédit à ce type de soins et à la parole de la personne qui les pratique et à être éloigné de la médecine conventionnelle le jour où il y en a besoin. Et c'est pas des cas exceptionnels, des personnes qui, le jour où on leur annonce un cancer, elles vont décider « Ah bah oui, mais je vais aller voir ma naturopathe pour ça. Et je vais refuser la chimio, la radiothérapie, je vais préférer faire des jeûnes, des cures de détox et des trucs qui ne servent à rien, quoi. » Et ça, c'est problématique. Et du coup, je sais pas, ça n'apporte pas de réponse, mais du coup... Ouais. Mais dans la balance, toi, tu vois plus des effets négatifs, mais je pense... En fait, l'impact des effets négatifs, je le trouve très conséquent en comparaison avec les bénéfices. Du coup, je serais plutôt d'avis, mais après, c'est pas définitif non plus, mais à l'heure actuelle, mon positionnement, ce serait plutôt de dire que les effets contextuels, c'est super intéressant. Et on devrait les exploiter beaucoup plus dans la médecine conventionnelle et réformer ce qui va pas dans la médecine conventionnelle et qui oriente les personnes vers les pseudomédecines. En fait, pour l'instant, mon positionnement, c'est surtout ça. C'est de dire qu'il y a énormément de taf à faire avec la médecine conventionnelle, qu'il y a des outils hyper performants, mais qui est vraiment pas abordable pour tout le monde, c'est sous-optimal, je pense. Okay. Et c'est plutôt comme ça que je le verrai. Après, avec quels moyens, quelles ressources, ça, c'est pas mon job. Oui, non, clairement. C'est très théorique. Mais du coup, c'est intéressant parce que, on va dire... qu'une position, si on se dit qu'il faut lutter un petit peu contre ces médecines, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, la question après c'est comment on fait. Et d'un côté on pourrait dire on apprend aux gens que ça marche pas, etc. et un peu on va dire on enseigne de la pensée critique. Ouais. Et d'autre part, comme tu dis, ça peut être aussi genre plus politique, à dire on met plus d'argent aussi dans le système de santé pour que ce soit plus efficace, qu'il y ait un meilleur accompagnement et tout. En fait, je pense que c'est sûrement les deux qu'il faut faire. C'est ça. Et le fait de mettre en ligne des témoignages, ça compte aussi, je pense. Le fait de donner la parole à ces personnes-là, le fait d'orienter, de favoriser l'apprentissage de l'esprit critique, ça joue, mais sur tous les sujets aussi. Donc en fait, c'est tout un tas de choses qui vont dans le même sens. Mais c'est au-delà des décisions individuelles. C'est-à-dire qu'on a notre rôle à jouer, mais c'est pas suffisant. Ouais. Par contre, ce qui marche pas, a priori, c'est de pointer les gens et se moquer d'eux en disant « Ah, il a fait de l'homéopathie !» Non, ça marche pas. Ça défoule des fois, mais ça marche pas. Enfin,
je me rends compte que moi j'ai eu la chance de pas être... J'ai pas le sentiment d'avoir été moquée quand j'étais naturopathe. Il y a une fois où j'ai tiqué une personne qui... je sais plus quel est son statut, enfin en tout cas qui a un profil scientifique universitaire, et que j'avais sollicité pour m'accompagner sur mon mémoire de naturopathe. Et sa réponse, ça a été non mais les naturopathes c'est des charlatans, et il s'est complètement braqué. Alors que jusqu'alors, avant qu'il sache que j'étais naturopathe, on avait des rapports tout à fait cordiaux, et on a discuté de trucs très intéressants. Et du coup, sur le moment, je me suis dit mais il doit pas connaître le sujet en fait. J'ai juste un peu tiqué. Et c'est la seule fois en fait où j'ai vraiment été mise en regard de ça. Bon, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas braqué, mais ça m'a pas aidé non plus quoi. Et ouais. Parce que tu vois, je disais qu'en fait il faut pas genre aller brutalement, comment dire, avoir une interaction brutale avec les gens qui croient. Mais il y en a quand même qui disent que c'est ça qui les a fait sortir aussi de certaines croyances. Ça dépend des gens. En fait, ça dépend. Si enfin, moi, si tu me dis, mais surtout un tas d'autres trucs, si tu me dis, non mais là, ce que tu dis, c'est juste raciste, c'est dégueulasse. Moi, tout de suite, je vais me remettre en question, en fait. Il y a pas de... Je sais pas si je l'aurais fait sur la naturopathie ou sur d'autres aspects, mais je sais que j'ai cette tendance-là, et d'autres personnes partagent ça. C'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend aussi, j'imagine, du poids que la croyance ou le sujet abordé a dans la vie de la personne. Parce qu'une personne dont c'est la profession, ou dont c'est la croyance principale, parce que des fois c'est pas ta profession, mais ça fonde toute ta vision de la vie, de la famille, de la santé, de tes relations avec les autres. Je pense à toutes ces personnes que Elisabeth Fétit du podcast Méta de Choc met en ligne. Il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment fondateur dans leur vie. Voilà, frontalement c'est pas possible. Enfin, les enjeux ils sont juste énormes. Clairement. Ouais, quand ça structure une personne, en fait c'est trop coûteux pour elle. Ah ouais. Genre si tu vas à l'encontre de ses croyances, c'est violent. Après faut la ramasser derrière quoi. Tu peux pas détruire une personne comme ça et la laisser la laisser en vrac quoi. Du coup, donc, c'est vrai que y aller progressivement par soi-même c'est chouette, mais ça dépend de... Il y a plein de facteurs quoi, c'est très personnel. Mais je pense que de manière générale, il faut encourager un petit peu un contexte, on va dire, qui favorise la pensée critique, qui favorise voilà, de manière générale, je pense que c'est travailler plus sur le contexte que directement contre les gens. C'est ça. Parce que les gens sont souvent victimes en fait de ces questions-là. Oui. Et pas les culpabiliser encore plus quoi. C'est ça. Après, je pense que c'est pas inintéressant de pointer du doigt, comme le fait l'extracteur par exemple, une personnalité dont on sait qu'elle a une influence conséquente parce que du coup, par ricochet, en fait, ça va avoir une influence positive. Et je pense que la diversité des contenus d'esprit critique, si on se cantonne aux pseudomédecine, mais sur n'importe quel sujet, la diversité des formats, des contenus, des intervenants et des intervenantes, ça va jouer aussi sur le fait que tôt ou tard, ça va finir par prendre et se mettre un petit peu partout, quoi. On va pouvoir accéder plus facilement. On espère. Ouais. On espère. Mais c'est vrai qu'on voit d'un côté qu'il y a de plus en plus de contenu pensée critique, de plus en plus on discute pour que ça rentre dans l'éducation nationale, à l'école quoi. Il y a plein de trucs qui se mettent en place, mais en face de ça aussi on voit que on va dire les croyances, alors il y a beaucoup de conspirationnisme, mais je pense aussi psychothérapie, je sais pas à quel point ça augmente ou pas, il me semble que oui. Et je suis pas complètement sûr, mais on voit que ça a beaucoup, c'est très à la mode aussi en ce moment. Ça se voit, disons. Je sais pas si ça augmente, mais ça se voit beaucoup. Ça se voit, on le pointe beaucoup du doigt. Et je pense qu'en fait, pour une grosse partie des gens, en fait, ça vient d'une défiance envers le système, en fait, plus que d'un attrait vraiment pour des croyances pseudo-scientifiques ou quoi. De la même manière que l'attrait des pseudo-médecines, il tient aussi à la défiance envers la médecine conventionnelle. Et à raison, il y a énormément de raisons légitimes d'avoir de la défiance envers la médecine conventionnelle telle qu'elle est organisée et pratiquée aujourd'hui. Et pareil sur tous les autres, sur la politique de santé publique, sur des choses autres et peut-être plus politiques encore. Donc oui, il y a cette réactance, et c'est très difficile de faire la part des choses. Je trouve qu'il y a un exemple qui est assez parlant, je pense qu'entre la kinésithérapie et l'ostéopathie. Ouais. Genre, les gens pourraient voir un ostéopathe parce que l'ostéopathe il prend plus de temps pour toi. Alors que quand tu vas voir un kiné, tu peux être genre 4 dans la salle en même temps et qu'il a 10 minutes pour toi. Quoi. Ouais, puis le rendez-vous chez l'ostéopathe, tu l'as en 24-48 heures. Alors, le kiné, si tu dois voir ton médecin avant, que tu es dans un coin où il faut 7 jours pour voir ton généraliste. Il y a plein de facteurs qui font que les pseudo-médecines sont plus accessibles aussi, quoi. Ouais.
exactement. C'est plus coûteux, mais en attendant, Oui. ça reste plus accessible. Enfin, c'est plus coûteux. Pas forcément, parce que on a tendance à négliger la dimension, enfin, tout ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale. On perçoit pas en fait les enjeux financiers du coût du circuit de santé, mais c'est pas gratuit en fait. Hein. Enfin, je préfère préciser parce que qu'il n'y ait pas de malentendu. Les soins sont pas gratuits dans la médecine conventionnelle, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que tu en parlais que dans la médecine non conventionnelle, du coup, il y a des mutuelles qui prennent en charge certaines... Tu veux dire les thérapies qu'on dit alternatives Ouais. Ah oui, énormément. De plus en plus, ouais. Donc, dont la naturopathie, par exemple. La c'est naturopathie, pris en le charge. reiki, la réflexologie, La l'ostéopathie. reiki. Ah oui, il y a de tout, il y a de Ok. tout. Il y a même des mutuelles qui sont spécialisées dans les pseudomédecines, en fait. C'est un de leurs arguments de vente. Et ça, c'est récent ou ça a toujours été? Tu sais pas? Bonne question. Ok. Je ne sais pas du tout. Ok. Oui, c'est un truc que je dénonce fortement, et aussi le fait que beaucoup d'entreprises font intervenir auprès de leurs employés. Alors, il y a des pratiques qui sont avérées, de gestion du stress, des trucs dont on sait que ça peut être bénéfique, Ah ouais. parce que c'est toujours pour la rentabilité, hein, faut pas imaginer autre chose, hein, donc c'est pour que les employés produisent plus et soient un peu plus présents et qu'ils soient pas en arrêt maladie. Ah, le capitalisme. Mais il y a aussi cette tendance maintenant à solliciter des pseudothérapeutes, et donc de valoriser des techniques énergétiques, la naturopathie et de la réflexologie ou des choses comme ça auprès Développement des personnel employés. aussi, je pense. Donc, développement personnel, voilà, tous ces trucs dont on sait que c'est pas vraiment bénéfique, en fait. C'est problématique, je trouve. Ouais. À partir du moment où il y a une espèce de figure d'autorité comme l'entreprise qui Ouais, qui promeut le met, ça, ouais. c'est encore Quand plus on parle problématique. de voilà, favoriser un contexte, là, clairement, c'est l'inverse, quoi. C'est un contexte qui te tend les bras vers des pseudo-médecines, quoi. Exactement. Ah Mhm. oui, ça facilite, en fait, l'accès. Puis, tout à l'heure, on en parlait un peu tout à l'heure aussi, les médias, en fait, qui sont très complaisants avec ça. C'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a des gens compétents qui vont sur BFM TV. Ah non, mais ça, c'est un des trucs, c'est quelque chose que je trouve hyper compliqué parce que je reçois de plus en plus de sollicitations médiatiques. Et en fait, c'est problématique pour moi parce que l'angle dans lequel c'est abordé, il est toujours hyper limitatif et il est vraiment, il est caricatural. Ouais. Déjà, il est dépolitisé au possible, ça c'est certain. Et puis, ça va être, bon, ben on va pointer du doigt les situations d'arnaque dans le cadre des pseudomédecines. Waouh! Ouais. Le problème, c'est pas l'arnaque. Ah ouais, c'est la pseudomédecine. Qui est une arnaque, mais oui, c'est la pseudomédecine, quoi. Et il y a ce côté à la fois un peu sensationnaliste, parce que, bah voilà, la plupart du temps, c'est pour faire de l'audimat aussi, et ça me dérange beaucoup. Alors en même temps, je mets dans la balance le fait qu'on disait tout à l'heure, il faut créer le contexte, donc voilà, il faut prendre l'espace, il faut prendre la parole, médiatiquement, il faut aussi amener un contrepoids, mais est-ce que c'est pas Compliqué aussi. contre-productif dans certains contextes? Dans certains contextes, oui. Genre, si ça va être... on va mettre... une naturopathe versus une critique de naturopathe et de dire ah ben leurs deux poids se valent. Ouais, bah ça sera pas moi. Non. Des fois c'est ça, et en fait Ouais. limite ça va légitimer aussi le discours de l'autre, le fait que et ça va donner l'impression que genre ah bon ben c'est débattu par les experts, il y a pas de consensus et tout. Mais c'est ça. Mais C'est même du le danger, fait c'est un des de dangers, je pointer du doigt juste les arnaques dans le cadre des pseudomédecines, bah, ça consiste à dire bah, si t'es pas arnaqué dans les pseudomédecines, Ça c'est va. ok. C'est trop bizarre. Et ça me pose vraiment problème. Ouais. Alors je sais que c'est peut-être un peu radical, extrémiste, ou je sais pas comment on pourrait qualifier, mais en fait je prête attention aux conséquences que ça pourrait avoir, et j'imagine pas que la conséquence elle pourrait être plus intéressante que si je me taisais, si j'intervenais pas. Donc du coup je m'en pose quoi, du coup, sur ces trucs là. Ouais, non, c'est très compliqué, ouais, mais je sais que c'est une question qui est pas mal débattue dans l'esprit critique et tout. Est-ce qu'il faut intervenir dans les gros médias ou pas? Est-ce qu'il faut porter cette voix au risque d'être instrumentalisé en fait comme le zététique de service, oui. tu vois. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et, on n'a pas de réponse. Ça va, moi j'ai pas de je suis pas trop sollicité par les médias en ce moment, donc ça va. Il me laisse tranquille en ce moment. Je peux renvoyer vers toi si tu veux. Non, moi j'ai pas d'expertise précise, donc ça va, personne ne Bah, moi non plus en fait. J'ai un sur la domaine, naturopathie quand même. j'ai un domaine de connais. connaissances, mais Ouais. j'estime pas que ça relève de l'expertise quoi. Ouais. Je sais pas ce que c'est l'expertise du coup, Personne mais. n'est expert en fait. Ben non, enfin je pense pas, non. Expert, c'est une direction. Ouais, bah, comme j'en ai plusieurs du coup. Ouais, c'est ça. Bon, ben, très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. C'était La fin du verre aussi, il est pas temps. c'était vraiment un plaisir de t'accueillir et de pouvoir discuter de tout ça. Bah tout pareil.
Ouais, où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sur Ben, aussi YouTube. longtemps que je supporterai les personnes oppressives sur Facebook, sur YouTube, sur Peertube. Ouais. Et je mets en ligne en général, la plupart du temps, je mets un contenu écrit aussi sur mon site pour les personnes qui sont pas à l'aise avec les contenus vidéo. Ok. Du coup, donc la plupart des contenus que je mets en vidéo sont aussi disponibles en écrit sur mon Je savais site. pas. Ok, très bien. Voilà. Ok, bah super. Est-ce que tu voulais rajouter un truc avant qu'on conclue? Et ben, te remercier pour l'invitation, parce que c'était un échange super chouette. C'est ce que j'aime dans l'esprit critique, du coup, parce que voilà, j'ai fait preuve de beaucoup de critiques, mais c'est quelque chose que je trouve super enrichissant, de nourrir des échanges qu'on peut avoir avec des personnes qui partagent ce souci du doute, et voilà. Bon, Merci. bah, et on se retrouve au REC aussi, fin avril, à Toulouse. Ben, il paraît, ouais. Il Donc, paraît. tu parleras de naturopathie. Ah, bon, pour changer. Et de plein d'autres choses, j'en suis sûr. Sûrement. Bon, ben, merci à tous. Et voilà, c'était la fin du premier épisode de la seconde saison Yes. de Enfin Peut-être. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, pour le second épisode. Au revoir. Salut. Ça c'est fait. Ramer sur la fin. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. À chaque fois, j'essayais de finir en disant Enfin Peut-être. Tu vois, les épisodes, mais en fait, genre, à chaque fois, genre, je bataille, je rame pour arriver à le Merde, placer. limite il aurait fallu la préparer la phrase avant et que tu me dises et comme ça Oui, je t'aurais aidé à la t'inquiète. placer.